Il est docteur honoris causa d'une quinzaine d'universités dans le monde. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et aujourd'hui encore, il ne cesse de publier et de faire des conférences. Son dernier ouvrage, Notre Europe, décomposition ou métamorphose, nous pousse à repenser notre Europe, celle qui traverse une crise à la fois institutionnelle, identitaire, économique, et qui nous oblige à reconsidérer nos acquis, nos fondamentaux. Edgar Morin est le maître de la pensée complexe. Il est aussi un humaniste dont l'approche analytique englobe à la fois l'humain et le scientifique. À 93 ans, c'est un homme encore curieux, passionné, à la fois inquiet et optimiste, dont la modernité de pensée parle à toutes les générations. Il a été le témoin des hauts et des bas du XXe siècle, et il est l'un des derniers sages de notre époque. Nous avons rencontré Edgar Morin chez lui, un matin, et à défaut de refaire le monde, nous lui avons demandé de quoi souffrait le monde. Edgar Morin. Il souffre de cécité. Alors, dans cette cécité, il y a l'ignorance. Les esprits ne sont pas formés à comprendre la complexité du monde. Ils sont formés à voir le monde en tranches séparées les unes des autres, les disciplines compartimentées. Enfin, le monde souffre de mille maux, si vous voulez. Il souffre surtout d'un grand péril. Mais moi, c'est un peu l'idée de somnambulisme. On vit au jour le jour. L'avenir est absolument incertain, ce qui est vrai. Le passé a presque disparu. Et je pense que, dans le fond, si ça continue, on va vers des catastrophes que je ne peux pas prédire ni la forme ni la date. Voilà. Et pourtant, on n'a jamais autant communiqué, Edgar Morin. Tout est relié, tout est à portée de main. Et vous parlez de cécité presque au sens platonicien du terme, comme si nous étions enchaînés dans une caverne et que nous n'observions que des ombres. Une fausse réalité, en fait. C'est ça le paradoxe, jamais il y a eu autant de moyens de communiquer, que ce soit le téléphone mobile, Internet, etc., de tous les points du globe. Évidemment, ceux qui s'aiment, ils en profitent parce qu'ils peuvent même se comprennent déjà, mais il y a eu aussi peu de compréhension. Regardez ce qu'on appelle aujourd'hui les oppositions entre cultures, la compréhension de l'Occident par rapport à l'islam, de l'islam par rapport à l'Occident. Moi, je trouve que la communication ne donne pas la compréhension. Mais qu'est-ce que vous entendez par là exactement, Edgar Morin ? Écoutez, la compréhension nécessite un mouvement de sympathie ou d'empathie. Si vous n'avez pas cet élément, l'autre est un objet. Vous regardez, nous vivons dans un monde où on croit atteindre les vérités par du calcul. On calcule le PIB, on calcule la croissance, on fait des sondages sur tous les sujets. Mais le calcul ne peut pas atteindre le cœur de la vie des gens, qui est l'amour, la haine, la peur, l'angoisse, etc. Alors, donc, si vous voulez, on vit dans une sorte de machine mentale qui contribue à cet aveuglement. Le paradoxe, c'est qu'on a d'énormément de connaissances, mais on n'arrive pas à vraiment connaître parce qu'elles sont dispersées. C'est Heidegger qui disait « Jamais on a eu autant de connaissances sur l'homme, sur l'être humain, et jamais on a moins su ce que c'est qu'être humain. » Alors donc c'est ça mon problème, c'est ça que j'ai traité dans mes livres, c'est ça qui m'est... Mais vous savez, je suis un peu clamant dans le désert. Oui, mais Francis Bacon dit bien que le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Pourquoi vous dites cela, Edgar Morin ? Mais parce que je pense que les idées auxquelles je crois ne se propagent pas, ou bien elles se propagent de façon très dispersée, mais elles ne jouent pas un rôle, si vous voulez, dans la prise de conscience qui me semble capitale. Edgar Morin, vous avez été en contact, vous avez inspiré certains présidents comme François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou même François Hollande récemment, avec qui vous aviez d'ailleurs écrit un ouvrage de conversation avant qu'il ne soit élu. Vous-même, vous n'avez jamais été tenté par une carrière politique ? Écoutez, je fais de la politique sans être d'aucun parti. J'ai eu le privilège pendant des dizaines d'années de pouvoir publier dans Le Monde des articles, comme je l'ai fait en mai 68, soit sur des événements comme la première guerre d'Irak, et sur la politique française. Et au contraire, j'ai une part de mon esprit qui est très politisée. Je me sens lié au monde. Pour moi, si vous voulez... Aujourd'hui, l'humanisme doit être planétaire parce que tous les humains sont liés par un destin commun et des problèmes vitaux, fondamentaux communs. Et moi, c'est ça, je sens que je fais partie de ce destin humain. Vous qui avez connu l'homme dans
dans sa peur, dans ses paradoxes, qui avait vu la montée des extrêmes et la chute des extrêmes, sans faire d'anachronisme, Edgar Morin. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'avec la crise, avec les guerres civiles autour de nous, nous sommes en train de rentrer dans un chemin identique? Identique, c'est trop dire. Il y a des analogies. L'analogie, je dirais, c'est le somnambulisme généralisé, parce qu'effectivement, j'étais adolescent, des années 30 à 40, et disons, à travers Munich, à travers la guerre d'Espagne, à travers tous ces événements, on allait inconsciemment vers cette catastrophe. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, la guerre a été principalement déclenchée par une puissance expansionniste qui était l'Allemagne nazie, et au Pacifique par une autre puissance expansionniste qui était le Japon. Alors aujourd'hui, quelles sont les similitudes, à part cet aveuglement? Il y a une similitude qui est cette situation de Syrie qui fait penser à la guerre d'Espagne et qui pourrit totalement. Quelle autre analogie? L'analogie, c'est que il ne faut pas aller trop loin parce que Poutine n'est pas Hitler, il n'y a pas un parti fasciste bolchevique, mais c'est vrai que la Russie essaye de retrouver l'ancien empire des tsars et l'ancien empire soviétique. Mais je pense... Alors, je ne peux pas faire l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale, mais je fais l'hypothèse de beaucoup plus de chaos provoqué par la multiplication des armes nucléaires, les fanatismes multiples, y compris en Europe, y compris en France, cette économie en crise et qui est dominée par la soif aveugle de profit du capital financier. Je vois autant de facteurs incontrôlés. Même le développement de la science est incontrôlé. On va vers des manipulations génétiques, on va vers la prolongation de la vie humaine dont profiteront les plus riches. Mais il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote. Le pilote, c'est quoi? C'est une vision politique? C'est un idéal? Il y a pas Le pilote, ça serait une prise de conscience qui serait généralisée dans le monde politique et dans le monde des citoyens. Parce que, vous savez, s'il n'y a pas eu un minimum de conscience des citoyens, les politiques sont un peu en l'air. Donc, si vous voulez, on n'est même pas au début d'une prise de conscience, mais moi, je n'exclus pas cela. Vous savez, moi, je cite souvent le poème de Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est-à-dire que je pense que quand les gens verront où l'on va, peut-être qu'il y aura ce grand sursaut. Mais Edgar Morin, est-ce que c'est finalement la peur qui régit la montée des extrémismes religieux et politiques? Oui, vous avez raison. Il faut penser qu'on avait vécu il y a encore 50 ans dans l'illusion que l'Occident, avec sa société industrielle évoluée, apporterait un bien-être généralisé, diminution de l'inégalité. Tout ça s'est complètement effondré. L'avenir, c'est angoisse, peur, et alors on replie sur le présent, parce que, ou bien on essaie de se rattacher au passé, de rattacher les racines, ou bien alors à ce moment-là, fermé, nationaliste. Et un passé tronqué souvent. Totalement tronqué. Parce que, écoutez, le passé de la France, c'est un pays qui était multiculturel dès sa formation. Il y avait les Flamands, il y avait les Bretons, il y avait les Alsaciens, il y avait tout ça. C'est pas une race pure, la France. C'est un métissage merveilleux, la France. Alors, si vous voulez, c'est ce que je vois partout, disons, des myopies, des cécités. Mais ça ne me décourage pas, parce que je continue et être sur la brèche, et même je crois que c'est tonique de continuer. Avec un état d'esprit de curiosité d'un jeune homme. Oui, mais vous savez aussi ce qui est très important, ce que j'ai toujours su dans ma vie, c'est que contre l'angoisse, contre la peur, y compris la peur de la mort, il n'y a qu'un seul remède, je ne dis pas qui chasse l'angoisse, non, mais qui la refoule, c'est la participation, c'est l'amour, c'est la communion, c'est la curiosité. Si vous avez ceci, vous pouvez vivre, parce que vous êtes tonifié par la vie. Si vous n'avez pas ceci, vous êtes foutu. On n'a jamais autant parlé de Dieu en ce moment, aussi bien dans un monde nihiliste, un monde où c'est le visible qui prend sur l'invisible. Quel est votre rapport avec Dieu? J'avais vu une émission où vous dialoguiez avec Tariq Ramadan quant à la démarche spirituelle de chacun et la croyance face au dogme. Oui, vous savez, moi je ne peux absolument pas croire à une religion révélée, mais je pense qu'il y a un mystère que l'esprit humain ne peut pas déchiffrer dans le monde. Si je pense qu'il y a un créateur, je pense qu'un peu comme Spinoza, que l'univers s'est auto-créé,
lui-même. Donc moi je crois qu'il y a une créativité, je pense qu'il y a un mystère, je pense que, comme disait Jean de Lacroix, plus on sait, plus on arrive à l'ignorance, et c'est vrai. Et moi, justement, ma curiosité, je lis tout ce que les astrophysiciens découvrent, je lis tout ce que la biologie nous fait savoir, parce que tout ça, Tout est relié. non seulement est relié, mais nous portons en nous toute l'histoire de la vie, depuis les premiers uniculaires, et dans le fond, c'est ça notre situation. La connaissance nous éloigne de cet univers dont pourtant nous sommes les enfants. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui résiste au temps, Edgar Morin? Qu'est-ce qui est immortel? L'esprit, la pensée, l'âme, les mots? Qu'est-ce qui résiste au temps selon vous, Edgar Morin? Mais d'abord, la vie est une résistance au temps. C'est une régénération permanente. C'est une lutte permanente contre la mort. Elle se reproduit, elle se multiplie, c'est la résistance première. Et ensuite, vous avez raison, il y a des œuvres qui résistent au temps. Quand on a sauvé Platon, Aristote et mieux encore pour moi, Héraclite, les anciens Grecs, les présocratiques, on peut lire Quichotte, on peut lire Dostoïevski, pour moi ce sont des œuvres durables. Mais nous sommes dans un univers de mortalité. Il faut l'accepter. L'humanité mourra, la planète mourra, même si on va sur d'autres planètes, cet univers, d'après nos connaissances, va sur la dispersion et la désintégration. Je pense qu'il faut accepter la mort généralisée. Et à mon avis, ce qui résiste au temps, c'est les œuvres qui parlent, disons, de ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. Ce qui résiste au temps, ce sont les œuvres qui nous font communier avec le sublime, ça c'est vrai. Mais je dis qu'il n'y a pas d'immortalité, il faut accepter la mortalité. Une grande